Bonjour à toutes et à tous qui participent à distance également, soyez les bienvenus. Je m'appelle Amy Marin, je suis ici pour coordonner cet événement, Semaine de la légalité forestière 2022. C'est excellent de voir autant de personnes connectées, participant à distance. J'aimerais rapidement vous parler de notre programme d'aujourd'hui, ainsi que des événements parallèles. Aujourd'hui, nous aurons 4 panels. Le premier, réglementation du bois, mise à jour et avancées récentes. Ensuite, nous aurons le panel sur l'engagement international pour la gouvernance forestière. Ensuite, nous irons déjeuner. Nous reviendrons avec la mise à jour sur les systèmes d'alerte précoce pour le suivi des forêts. Ensuite, nous parlerons des systèmes de traçabilité du bois. Et ensuite, passons au programme de demain. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, demain matin, nous allons commencer à 8h30, heure de Washington. Nous aurons 2 séances. La première sur les options en termes de politique, sur la chaîne d'approvisionnement des commodities, les avancées récentes. Et ensuite, nous ferons une pause café et nous aurons ensuite enjeux dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques effectives dans la chaîne d'approvisionnement des matières premières. Et nous aurons également 2 événements parallèles. Donc demain, de 1h à 2h de l'après-midi, horaire de Washington, donc augmentant l'ambition en ce qui concerne les crimes contre la nature, une initiative collaborative. Et vendredi, de 9h à 10h30, heure de Washington, nous allons parler de la lutte contre la déforestation au Congo. Pour ceux donc qui aiment utiliser les réseaux sociaux et qui aimeraient tweeter sur ces événements, ils peuvent le faire. Nous utilisons le hashtag LegalityWeek. Hashtag LegalityWeek. Nous allons passer maintenant à notre première séance et j'aimerais donc présenter notre modérateur, Bolly, chercheur associé dans l'initiative de l'égalité forestière du programme de forêt du World Resource Institute. Il dirige le chef de l'égalité forestière lié à la Chine et travaille pour le développement des approches pour la chaîne d'approvisionnement durable pour l'agriculture et pour la forêt. Il a travaillé précédemment dans l'initiative de restauration globale au WRI, séance des facteurs, motivateurs, facilitateurs et de mise en œuvre de la restauration des terres en Équateur. Je donne la parole à Bolly. Thank you, Amy, for the kind introduction. Welcome, everyone, both in the room and people online. Thank you for joining today's first session on regulatory timber updates and new developments. So today, we're Merci. to hold 2 sessions this morning Nous aurons to combat illegal logging and social trade. So in this first session, nous avons le plaisir de parler de production de bois illégal et nous allons entendre, nous allons parler des développements liés à la production et l'extraction illégale du marché international, y compris les États-Unis, l'Australie, l'Union européenne. Et ce panel va se focaliser sur la demande. Et le deuxième panel de ce matin, après le coffee break, va se focaliser sur un partenariat international.
comme vous l'avez déjà entendu hier. Ce partenariat a été clé dans ce secteur. Comme je serai modérateur de ce premier, récemment, le marché de consommation a mis en œuvre des lois et des règlements pour arrêter l'importation de bois d'extraction illégale. Par exemple, la loi Lacey aux États-Unis et le FLEGT et les accords et les lois contre l'extraction illégale en Australie, en Union européenne. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir 4 conférenciers très importants qui vont nous aider. Donc, ces conférenciers appartiennent à des gouvernements, des organisations internationales et à des universités également. Donc, en termes de séance formelle aujourd'hui, je vais donner la parole maintenant aux 4 intervenants qui vont présenter leur sujet et il y aura ensuite des questions et des réponses à la fin. Une des questions clés quand nous dessinons cette séance est quels sont les défis pour renforcer le suivi et le contrôle de ce thème et comment ces efforts ont été menés et comment ceci a motivé les réformes et pour lutter contre la demande. C'est un plaisir de vous présenter notre première intervenante, Stéphanie Kapp, directrice des politiques et des systèmes gouvernementaux et de WWF. Elle donc dirige les politiques et la stratégie en termes de forêt et d'eau et de systèmes alimentaires. Elle travaille avec les principales parties prenantes, le Congrès américain, secteur privé, organisations non gouvernementales pour renforcer les efforts nationaux et internationaux de conservation et apporter des changements et remettre des changements en termes d'environnement. Sans m'attarder davantage, je vais donner la parole à Stéphanie. Merci à l'équipe de WRI et à l'équipe de la Semaine de la légalité forestière pour m'avoir accepté aujourd'hui et je remercie tous les présents. Comme Bo l'a déjà dit, je travaille à WWF, je m'appelle Stéphanie Kapp. Le WWF est un fonds à but non lucratif qui travaille dans plus de 100 pays. Je vais vous parler maintenant du background d'où venons et comment nous sommes-nous apparus. Je vais vous parler des différents enjeux et des opportunités pour mettre en œuvre le cadre juridique en 2008. C'est la contribution américaine à ce thème. Donc, prochaine diapo. Donc, la toile de fond, nous savons tous que les forêts sont indispensables pour les gens et pour la nature. Il faut souligner qu'il n'y a pas de voie vers un futur de réduction d'1,5 degré. Et nous savons que
Les forêts saines sont fondamentales pour la biodiversité, l'économie, l'emploi et la santé humaine. Prochain slide. Nous savons ceci a été essentiel pour les politiques de travail en termes de politique, pour la société, pour atteindre une approche holistique dans 4 domaines principaux: la restauration, la protection des forêts. Nous voulons éliminer la déforestation et la dégradation environnementale. Nous voulons souvenir l'extraction légale et promouvoir la vie durable des communautés locales et des peuples amérindiens. Voilà, ce sont les 4 piliers qui renforcent des points concernant les forêts saines. Je vais vous parler maintenant du secteur privé et de l'engagement basé sur l'expérience WWF. Ceci est un point essentiel et j'aimerais souligner également un travail continu réalisé sur le réseau dans un programme de protection globale, travaillant avec des entreprises américaines en termes de solutions basées sur la nature qui bénéficient les peuples amérindiens locaux. C'est une partie du casse-tête et le rôle de la politique et de l'action gouvernementale est fondamental dans ce sens-là. J'aimerais maintenant parler du commerce et de l'extraction illégale comme une partie de ce casse-tête, spécialement parler comment pouvons-nous utiliser la loi Lacey de 2008 comme mécanisme d'effet de levier. Pour comprendre donc la toile de fond, l'extraction illégale est toujours un enjeu international significatif. C'est le 3e crime transnational après le trafic de drogue et, entre autres délits, et représente 160 milliards de dollars par an. Ceci est relatif au changement climatique, aux crimes contre les peuples amérindiens. Ceci a un impact significatif également sur les prix des biens biodégradables et les prix du bois de sources légitimes. Donc, le commerce illégal réduit le prix du commerce légal. Donc, il convient de souligner que si cette question n'est pas traitée et si l'illégalité persiste, ceci va miner les efforts climatiques de manière générale. Donc, l'aspect légal est essentiel pour résoudre nos problèmes. Prochain slide. Pour parler davantage de l'acte Lacey, qui est un cadre juridique que le gouvernement américain a adopté il y a 14 ans, quand le Congrès américain a signé, quand le président Bush a approuvé l'ensemble des produits contenant des ressources illégales. C'était une mesure importante car les États-Unis sont l'un des principaux consommateurs des produits du bois. Donc, ce fut une action significative pour le marché américain, mais également un pas important en termes pour montrer au monde que une nouvelle norme internationale en termes de traçabilité, transparence et de responsabilité liées aux actions législatives. Au cours des 14 dernières années, nous avons vu qu'il y a
un contrôle de l'acte Lacey de 2018. Le cas le plus notable a eu lieu en 2015 quand ça a eu lieu, quand nous avons eu la première conviction par rapport à ce thème sur l'effectivité de cette loi et son impact sur le flux du bois illégal aux États-Unis. Une étude récente indique que la loi a contribué à la réduction de 42% d'importation de produits du bois vers les États-Unis. Donc, c'est un changement significatif en termes d'importation de produits dérivés du bois, car ceci donc a réduit le flux. Cependant, il y a encore de nombreux défis à relever et il nous faut avancer dans la mise en œuvre et dans l'effectivité de la loi. Prochain slide. Je pense qu'il y a un autre slide avant. Donc, la loi a s'est montrée efficace. Nous avons vu qu'il y a des délais constants dans les différentes phases de la loi et dans les efforts de mise en œuvre qui auraient pu être mis ces prochains mois et années. Je vais vous parler de certains points sur le dernier slide. Disons qu'en 2019, WWF et WRI ont réalisé une étude avec des échantillons du marché américain et ceci a prouvé que plus de la moitié des produits analysés manquaient de précision et semblaient irréguliers. Donc, ceci est peut-être intentionnel ou non, ou il s'agit d'identification erronée de la provenance du bois. Quelles espèces, donc, et également la spécification de chaque produit que nous utilisons chaque jour. Il y a une opportunité de traiter ce thème de manière beaucoup plus profonde. Cette recherche a été réalisée où l'espèce a été identifiée, où il y avait des données, et une autre pièce clé a été l'acte Lacey, la déclaration où les importateurs ont besoin d'identifier les produits d'origine aux autorités américaines. Et bon, seuls 42% des biens sont déclarés. Donc, 42% sont interdits et couverts par cette déclaration. Mais il faut qu'il y ait davantage de suivi et de contrôle et de mise en œuvre. Et c'est un secteur bon, je dois également dire que parmi toutes les catégories qui vont être lancées, les meubles et le papier sont des catégories clés qui ne sont pas encore couvertes par la déclaration jusqu'à présent. Donc, réellement, c'est un secteur très important qu'il nous faut développer. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, pour faire recenser les actions entreprises depuis 14 ans en termes de mise en œuvre et de contrôle de la loi Lacey, en termes de financement, différents partenaires dans tous les domaines, les secteurs, soutiennent la mise en œuvre de la loi Lacey et de ses amendements. Et en début d'année, il y a eu le lancement de différentes recommandations. Pouvez-vous revenir, s'il vous plaît, à la diapo précédente avec les membres de cette coalition? Il est important de montrer
l'ampleur de cette assemblée. Nous voyons aussi tous les noms. Je ne vais pas tous les citer, bien sûr, mais des recommandations ont été faites dans des domaines clés où nous pouvons former des partenariats effectifs avec le gouvernement américain pour utiliser pleinement les amendements de la loi Lacey. Je vais passer rapidement sur les principaux domaines d'opportunité. Donc, les 4 secteurs, rapidement, sont tout d'abord les amendements vont-elles bénéficier de manière significative d'une plus grande volonté politique et d'engagement en ce qui concerne l'importance du commerce légal du bois, donc en soutenant les intentions du gouvernement américain pour empêcher l'entrée de produits illégaux aux États-Unis, en priorisant par exemple la mise en œuvre et la conformité et le contrôle accru de la loi Lacey. Principalement l'amendement 2. Et ceci réellement nous ferait avancer considérablement et attirerait l'attention sur cette question qu'il exige. Certains enjeux de mise en œuvre de la loi ont été donc la complexité des agences impliquées. Je peux parler davantage de cela et nous pouvons peut-être discuter de cela dans la séance de questions-réponses. La deuxième recommandation concerne la déclaration d'importation. Et ceci concerne la juridiction du département américain agricole. Et nous voyons donc toute une série de catégories de produits qui doivent être pleinement implantées. Et la troisième recommandation est que les agences et le Congrès donnent une priorité aux amendements de la loi en termes de financement, personnel, formation, renforcement des capacités et technologies. Et en dernier lieu, la partie de l'engagement pour construire et profiter des succès déjà obtenus depuis ces 14 ans en termes d'engagement avec des pays producteurs et d'autres secteurs. Augmentons donc cet engagement en ce qui concerne la conformité et le contrôle de cette loi. Pour approfondir un peu chaque recommandation, je vais parler maintenant de la volonté politique essentielle pour promouvoir la loi en 2018 comme un signal du président Bush en 2008 donc, et du président du Congrès. Il y a eu un appui bipartisan pour faire face à ce commerce illégal de bois. Et donc, cette volonté politique est réellement essentielle pour que nous puissions avancer rapidement avec la couverture nécessaire pour que les amendements de la loi atteignent leur plein potentiel. Et nous voyons positivement l'engagement de l'actuelle administration. L'année dernière, par exemple, avec les engagements pris par les leaders à Glasgow, l'engagement de 90 millions de dollars, outre le décret présidentiel permettant donc créant le jour de la Terre et l'adhésion des Américains au groupe des leaders forestiers et climatiques. Ce groupe aura une réunion à la COP qui se tiendra d'ici peu. Donc, ceci démontre le leadership connectant les forêts, le climat et le rôle des États-Unis dans la lutte
contre la déforestation au niveau mondial. Donc, il sera fondamental maintenant, à partir de maintenant, que tous ces amendements soient utilisés comme des outils fondamentaux et essentiels pour respecter nos engagements. Maintenant, nous allons passer à la mise en œuvre de ces engagements. Et comment allons-nous faire face aux lacunes et réaliser le travail significatif pour que nous puissions avancer avec ces engagements. Et la loi est donc un outil fondamental à disposition de l'administration actuelle qui pourra avoir un effet de levier sur tous ces engagements. Et pour vous parler du rôle du département agricole qui est fondamental, bon, à travers l'organisation, nous allons travailler avec différents partenaires qui ont adopté l'ensemble des recommandations et ainsi nous allons finaliser la partie initiale qui concerne le classement des produits. Donc, cet ensemble de recommandations émises en début d'année a permis la réunion de toute une communauté pour exprimer comme il était urgent d'inclure tous ces produits d'ici fin de 2022. Nous sommes déjà au mois d'octobre. D'ici à la fin de l'année, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont se produire, mais ceci démontre le sérieux avec lequel l'industrie et tous les participants de cette déclaration agissent. Ceci indique donc la priorité donnée à la mise en œuvre de ces objectifs et de la loi. Prochain slide, s'il vous plaît. Voilà, nous avons ici une recommandation et une espèce de réflexion sur ces 14 dernières années. Il semble y avoir un besoin de renouveler les financements, de reconduire les financements en ce qui concerne la mise en œuvre de la loi. Donc, approfondir davantage ces engagements. Revenez deux diapos en arrière, s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne la mise en œuvre, donc approfondir la mise en œuvre, une recommandation sur les financements et la mise à l'adéquation du personnel pour la mise en œuvre de la loi. Nous savons que la supervision, le financement, la coordination tant de l'administration que du Congrès avec la société civile et le secteur privé sont absolument nécessaires. Excusez-moi, Bo, j'aimerais juste vous dire que il va falloir terminer d'ici 1 minute ou 2. D'accord, j'ai pratiquement terminé. Donc, la conclusion est que nous voulons que les agences soient capables d'identifier tout chargement suspect pour que ce soit fait un contrôle, approprié. Et rapidement, pour parler de l'importance de l'augmentation de l'engagement et de la collaboration avec les pays producteurs et consommateurs, ceci concernera la séance de demain sur les options, sur les diligences prises et l'approche des politiques. Et le dernier slide, donc, concerne les opportunités pour
avancer dans la mise en œuvre et dans le contrôle de la loi à travers ces engagements et ces moments qui représentent des opportunités avec l'actuelle administration et le Congrès actuel. Nous avons quelques événements qui vont se tenir et j'espère pouvoir y assister. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Stéphanie pour ces mises à jour et aussi pour partager ces recommandations. Nous passons maintenant à l'Europe. C'est un grand plaisir de présenter notre deuxième présentatrice. Il nous rejoint virtuellement, Helga Zeitler, du département de l'environnement de la Commission européenne, qui est leader de la proposition pour la chaîne d'approvisionnement libre de déboisement, de déforestation. Avant son poste actuel, elle était dans la mission européenne à l'ONU à New York en tant que leader pour l'environnement, climat et énergie. Avant, elle était sous-chef de coopération bilatérale et multilatérale. Elle est avocate par formation et elle agit dans des sujets internationaux depuis 2002. Et je passe immédiatement la parole à Helga. Merci beaucoup. Bonjour de Bruxelles, c'est bien d'être avec vous à Washington et merci de m'inviter à participer de cet événement. C'est une année très intéressante pour l'Union européenne par rapport à la déforestation. Nous avons une législation très active, comme vous avez pu voir, et c'est une grande opportunité pour mettre à jour les infos d'où est-ce que nous sommes et comment notre nouveau approche par rapport à la déforestation suit et fonctionne bien toutes les années. Je voudrais démarrer un petit peu avec l'historique de la réglementation par rapport au bois en Union européenne. Prochain slide. Merci. Donc, la réglementation a démarré il y a 10 ans. C'était une législation très innovatrice parce qu'elle avait l'approche de due diligence pour la législation. Elle a travaillé avec des produits, avec du bois, avec la légalité de l'exploitation et aussi travaille avec la traçabilité avec 3 piliers: accès à l'information et diminution de risque. Alors, comme il y a cette obligation de la due diligence, donc ça va garantir qu'on aura un feu vert pour le marché européen s'ils ont cette licence. Mais nous appelons là-bas ce que nous appelons de tests de santé. Et pour les premières choses que nous avons trouvées pour l'ETR, qui est le plan d'action et d'application de la loi, il avait besoin d'amélioration de connaissances par rapport aux chaînes de production. Et pour nous, c'était très important d'avoir cette due diligence pour voir si elle était vraiment mise en place pour les petites et grands exploitants forestiers. Et nous voyons que ce sont des règles très compliquées
Et ce n'est pas ça que nous avons trouvé quand nous avons fait ce test. Nous avons aussi pu identifier plusieurs problèmes. Parce que, en fait, les exportations des pays que nous savions qu'il y avait des activités illégales par rapport à l'exploitation de bois, ça a grandi. Et après quelques années, nous avons eu un seul pays. Je demande pardon, mais l'implantation de l'ETR, ça variait avec les pays partenaires. Mais la mise en place, ça dépend des États membres et aussi les capacités et les possibilités de fiscalisation avaient cette limitation. Il y avait donc cet enjeu pour valider les informations et aussi par rapport à la variété de compétences qui peut donc renforcer la due diligence. Et nous avons pu trouver aussi quelques difficultés de comment emmener ces processus aux tribunaux. Donc là, c'est quelque chose que nous avons trouvé pour voir comment on peut améliorer notre système en termes de légalité, mais bien sûr qu'en même temps, nous avons pu voir qu'il y a que la tendance de déforestation. Et quand nous regardons, par exemple, les forêts, on voyait qu'il y avait un pourcentage très important de déforestation légale. Donc, ça dépend de pays à pays. Et donc, la déforestation, elle peut être légale. Donc, ça nous a montré qu'il y avait des limites pour notre approche. Et là, on peut voir que dans quelques cas, il y a des incentives pour légaliser ces activités qui prennent des chemins très destructifs. Et c'est pour ça qu'en 2019, nous avons fait une approche plus vaste en essayant de travailler avec la déforestation globale de façon plus globale. Prochain diapo. Alors, en reprenant un petit peu l'élément des accords de partenariat volontaire, ce sont des partenariats commerciaux et que, comme j'ai dit avant, ces VPA, accords volontaires de partenariat, dépendent de licences et permettent aussi l'accès direct dans le marché européen. Et donc, si vous voulez importer, il faut avoir ce VPA. Et dans notre évaluation, on voit des choses positives et négatives. Il y a eu des améliorations importantes dans la gouvernance du bois dans plusieurs pays partenaires. Et ça, c'est un point très important. Il y a eu aussi le dialogue de plusieurs parties intéressées et ça a mené à l'inclusion à la société civile qui a participé du processus. Mais il y a eu des gaps que quelques partenaires n'ont pas démontré d'intérêt. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, très peu de pays sont couverts par ces accords VPA. Et bien sûr que ce fait représente un défi. L'Indonésie, après 15 ans de négociations, a mis en place un système d'opérationnalité de licence. Donc, 15 pays, seulement un à avoir un système d'opérationnalisation, c'est intéressant, on peut dire comme ça. Et il n'y a pas d'évidence claire que le bois de source illégale sont
t'empêcher de rentrer dans le marché européen. Donc, dans ce contexte, il faut trouver des approches différentes pour que ça soit plus compréhensible. Alors, basé sur cette évaluation d'impact, nous avons fait consultation publique, la deuxième plus grande de l'Europe, avec plusieurs plateformes multiparties, avec des parties intéressées, avec la société civile. Et basé sur ça, nous avons lancé une proposition pour une nouvelle réglementation, une nouvelle loi. Elle a été adoptée en novembre de l'année dernière et cette année, nous avons vu un progrès important. Les États membres et la gouvernance se sont réunis au Conseil et ont adopté l'approche générale en juin. Et nous avons vu aussi un rapport du Parlement européen avec plusieurs amendements qui a été fait en septembre. Et nous avons vu qu'il y a des négociations entre le Conseil de représentants des gouvernements des États membres et le Parlement européen. Et l'objectif, c'est d'élaborer le texte final. Et on est optimiste. On croit que ça va être mis en place cette année ou au début de l'année prochaine. Et cela montre que le compromis et l'engagement politique au Parlement ainsi que pour les États membres, c'est très important. Et nous comprenons qu'il y a une urgence pour faire cela en ayant des approches plus ambitieuses à cause de la déforestation continue dans le monde. Donc, il y a cette sensation entre les législateurs qu'il faut avoir des changements très, très rapides. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, là, juste pour résumer, les objectifs généraux de la législation, c'est donc diminuer la contribution de l'Union européenne pour la déforestation au monde. Notre contribution en tant que marché consommateur énorme, c'est que nous ne voulons pas être responsables pour la déforestation et dégradation forestière. Nous voulons minimiser le risque que les produits qui arrivent de sources associées avec la déforestation, les produits liés à cette déforestation soient empêchés de rentrer dans le marché européen et on veut des produits qui soient libres de déforestation, des produits, des commodities. Alors, la proposition va au-delà du bois. Ce sont 6 commodities, donc l'huile de palme, soja, bois, l'élevage, cacao, café, d'autres produits dérivés. Et ça, c'est très important. Cette réglementation est appliquée à des produits domestiques, mais aussi à des commodities importées. Et nous avons une date limite et la Commission a proposé qu'à la fin de 2020, que c'était quand le SDG s'était engagé d'arrêter avec la déforestation. Nous n'avons pas atteint cet objectif, mais c'était le moment qu'il avait le plus grand consensus. Il fallait donc limiter la déforestation et donc c'était que les commodities ne pouvaient plus rentrer dans le marché européen si c'était dérivé de déforestation, si c'était lié à la déforestation. Prochain slide, s'il vous plaît. Alors, les approches, vraiment, il fallait avoir il faut qu'il ait vraiment une traçabilité. Il faut fournir donc la géolocalisation du produit fourni et cette information doit être transmise
dans toute la chaîne et il faut que ça soit disponible au marché. Il faut avoir une déclaration de due diligence. Il faut avoir un système d'information également pour fiscaliser. Et pour qu'il ait, il faut avoir de l'information pour les systèmes de fiscalisation. Et nous voulons également avoir des approches plus harmonisées par rapport à la mise en place des États membres et le niveau d'inspection des États. Un point qui a été beaucoup mentionné aussi, il fallait avoir la coopération entre des pays partenaires. Alors, en mettant l'accent sur des améliorations comparées à la réglementation du bois en Europe, ce n'est pas que nous avons élargi l'approche, mais juste pour voir s'il y a des leçons qui ont représenté plus de défis. Alors, nous avons fait la description des obligations. Nous avons décrit mieux ces descriptions de forme plus précise et avec le système d'information commune, ça peut aider les autorités à faire un contrôle de conformité. Alors là, ils peuvent avoir accès avec plus de facilité aux informations. Ils ont plus d'obligations définies pour les autorités compétentes et nous Et nous avons avons un un chapitre entier dédié aux interactions entre les autorités compétentes et la douane, avec une obligation spécifique de coopération. Je peux répondre ensuite de manière beaucoup plus détaillée. Il y a beaucoup d'éléments impliqués. C'est une législation complexe et ambitieuse. Je ne vais pas répéter les chiffres, mais à travers cette approche, nous serons capables de sauver de nombreux hectares de forêt de la dégradation et de la déforestation, réduisant notre empreinte carbone. Nous pensons que la transparence des chaînes d'approvisionnement apportera des bénéfices à d'autres marchés. Et nous maintenons donc les exigences rigoureuses et ces exigences sur ces deux critères que nous avons à l'esprit va nous aider énormément. Donc la question des importations et des exportations, ainsi que le fait d'aider ceux qui souhaitent réduire leur consommation de produits liés à la déforestation. Nous savons que nous sommes pionniers dans cette approche. Nous savons que d'autres nous observent, y compris d'autres marchés consommateurs. Donc, il faut que cela fonctionne. Nous sommes déterminés à le faire et démontrer que cela fonctionne. Et nous espérons qu'avec une volonté politique, nous obtiendrons le succès souhaité. Merci. Merci, Aga, pour partager les constatations de la Commission et également les informations liées à la réglementation proposée pour les chaînes d'approvisionnement. Nous allons maintenant passer à l'Australie. Certains d'entre vous savent que l'Australie vient de faire une révision législative soulignant certains secteurs de réforme futurs. Donc, j'aimerais vous présenter Jesse Mahoney, qui est en présentiel de l'ambassade australienne aux États-Unis. Il est conseiller agricole
à l'ambassade et travaille sur les intérêts agricoles australiens pour promouvoir les politiques du pays, avancer et promouvoir les intérêts du marché et augmenter les relations commerciales avec les États-Unis. En outre, il est président du Conseil de l'Organisation internationale des bois tropicaux, l'ITTO, et avant de venir à Washington, il était directeur des politiques forestières internationales dans le département agricole, de pêche et de forêt du gouvernement australien, où il a été responsable de diriger les éléments réglementaires des lois d'extraction illégale des bois australiennes, ainsi que l'engagement forestier bilatéral et multilatéral australien. Jess, c'est à vous. Let me just queue up your presentation for you. Okay, there we go. And I just need to share it to the room. There you go. So now it was acting up a little bit. So I'll just use the arrows. that's what I thought was going to work. Oh, But if you just leave the mouse there and you hit this one, it should work. Okay. Jeez. I'm right here. good morning, all. My name's Jesse Marnie, and I work here in DC. Bonjour à tous, je m'appelle Jess Mahon, je travaille à l'ambassade australienne à Washington. Je vais maintenant passer rapidement sur ma présentation. Je suis ici pour aborder ce que l'Australie fait en termes de législation pour lutter contre l'extraction illégale de bois. Certaines des réformes que nous allons entreprendre également. Donc l'extraction illégale de bois revêt des cas impliquant des espèces de haute valeur ajoutée et nous avons des problèmes au niveau international avec une grande quantité d'importation de bois et de produits dérivés du bois et c'est pour cela que nous avons commencé à lutter contre cela depuis 10 ans. Et nous avons environ 3,5 milliards d'importations illégales de bois par an. Le département enquête actuellement investit sur des enquêtes beaucoup plus à jour pour savoir quels sont les chiffres exacts, car ces chiffres, je pense, datent de 15 ans et sont désactualisés. Nos lois ont deux composantes, l'interdiction de haut niveau, qui réellement établit des modèles élevés et qui détermine qu'il est illégal d'importer ces produits en Australie. Nous avons également toute une réglementation et des arrangements et des diligences qui ressemblent à ce que l'Union européenne fait avec les UTR. Bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais nous réglementons donc tout cela. Environ 5,3 milliards de dollars en termes de commerce régulier. Cela concerne de nombreuses organisations. Tout au long des années, nous avons eu beaucoup de problèmes avec la conformité, les contrôles, avec des standards élevés à atteindre et la chaîne d'approvisionnement est très complexe. Il est difficile d'interpréter comme tout cela fonctionne. Donc, nous faisons face aux importateurs et à des organisations qui n'ont pas l'anglais comme première langue. Donc, pour comprendre cette législation complexe, c'est assez difficile. Donc, nous essayons de les aider, mais ce n'est pas toujours facile. Nous avons des mécanismes limités pour obtenir des informations et beaucoup de travail est manuel. Quand le produit entre dans le pays, nous n'allons pas automatiquement avoir accès aux informations. Nous avons déjà eu des problèmes avec de différentes natures. C'est une chose à laquelle nous n'avions pas passé à l'époque. Donc, il est difficile d'atteindre, de toucher les petits commerces
qui ne sont peut-être pas à jour par rapport à ce qu'ils doivent faire pour être conformes à la loi. Principalement, si ils n'importent que peu de fois par an. Nous avons des organisations davantage impliquées dans l'importation d'aliments et non pas de bois et qui ne sont pas autant familiarisées avec la législation. Et nous avons quelques difficultés avec ceux qui intentionnellement commettent des actes illicites. Voilà. Aujourd'hui, que faisons-nous en Australie avec nos lois? Nous avons établi, il y a une décennie, un arrangement où toutes les réglementations devront être éteintes au bout de 10 ans. Ainsi, nous pourrons les reviser et les refaire. Nous pouvons les améliorer ou simplement les effacer si cela n'est plus nécessaire. C'est ce que nous appelons sunsetting. Et avec nos recommandations en matière d'extraction illégale, cette législation va continuer d'exister avec le soutien des principaux partis politiques. Malgré tous les changements d'administration en Australie, et l'ensemble des partis soutiennent cette révision. Donc, tout va bien, tout semble aller bien. Cette réglementation doit se poursuivre jusqu'en avril 2023. Donc, cette révision a démarré il y a 2 ans. Actuellement, nous n'allons pas conclure la révision jusqu'au 1er avril, car il y a toute une série d'événements. Il y a eu un changement de gouvernement qui ont ralenti les choses, mais nous allons donc rallonger ce délai. Nous n'allons simplement pas changer la réglementation, mais nous allons également apporter d'autres changements à d'autres lois pour que tout fonctionne. Et en outre, et au-delà de tous les problèmes en termes de réglementation que nous avons déjà mentionnés, nous avons une liste de réformes dont nous nous tenons compte, détaillée à l'écran, mais la principale concerne l'obtention d'informations au moment de l'importation qui exige que les importateurs fassent leurs propres analyses et introduisent ceci dans le système. En ce qui concerne l'espèce, l'origine, ceci nous aide donc à diriger nos efforts pour les importations de risques élevés. Et cela nous aide également à construire nos enquêtes, à mener nos enquêtes. Nous avons également l'opportunité de réduire. Nous ne voulons pas faciliter la vie des entreprises pour qu'elles ne soient pas conformes à la législation. Nous allons améliorer les définitions et redoubler d'efforts en termes d'initiatives pour vérifier constater si les définitions sont claires et ont un standard international. Comment travaillons-nous? Principalement, et tout d'abord, avec un engagement international. Les lois que nous avons mises en œuvre, et les États-Unis et l'Union européenne l'ont fait, tout était nouveau il y a 10 ans. Il y avait beaucoup de lacunes. Donc, à travers l'engagement international et des organismes comme IPEC, ceci nous a aidé à comprendre donc les lacunes et avoir les réponses que d'autres adoptent et que nous pourrons mettre avec plus de facilité. Et nous espérons bénéficier de tout cela, bien sûr. Il y a eu beaucoup de travail réalisé en termes de consultation publique, en termes de webinaires pour partager des informations, de réformes, pour que les personnes puissent voir quelle est la voie à suivre et que nous allons prendre. Nous avons reçu 26 soumissions écrites avec des retours sur nos propositions, des retours d'informations sur nos propositions, avec des formulaires plus simples, avec oui ou non, d'autres plus complexes. Mais nous avons eu de nombreux retours d'informations
Et ceci a été très utile. Nous avons reçu beaucoup de soutien pour ces réformes. Certaines personnes ont dit allez moins vite, ne facilitez pas autant les produits de risque élevé. Donc, ces informations sont online, à disposition. Et certaines informations doivent être fournies. Tout d'abord, nous avons des technologies d'identification du bois. Ceci nous aide contre l'extraction illégale. Ceci nous aide pour savoir la nature du produit. Il y a une chose pour laquelle nous n'avons eu aucun retour d'information, c'est l'augmentation des accords réglementaires. Nous avons regardé différents articles, nous avons les articles publiés, imprimés, nous avons vu que l'importation de papier, bon, nous n'avons pas réglementé les livres, mais nous avons besoin de vérifier cela sur le plan interne pour savoir si le bois importé pour le papier est régulière. Nous avons besoin de faire cela avec le papier, mais nous avons besoin de faire davantage, car nous savons qu'il y a d'autres économies qui le font déjà. Donc, d'ici, nous espérons créer une loi pour que le Parlement l'approuve. Nous allons faire de nombreuses consultations pour cela et établir des amendes et des pénalités. C'est ce que nous allons faire au cours de ces 12 prochains mois. Le projet de loi sera présenté au Parlement et nous allons également réaliser un travail lié aux technologies pour tester le bois. Nous avons investi dans des fonds pour cela. Nous allons essayer d'identifier des solutions informatiques également qui vont nous aider. Donc, la technologie de test du bois sera fondamentale dans l'avenir pour savoir s'il y a un problème par rapport à notre loi. Nous devons comprendre que les consommateurs puissent avoir aux informations et ceci donc est un outil donc si vous parvenez à savoir d'où le bois provient, facilitera notre travail. Nous avons évalué différentes technologies et analysé différentes technologies et nous comprenons qu'il y a différents outils qui pourraient être utilisés. Nous avons le spectromètre de masse, nous avons des analyses d'ADN, nous avons des analyses d'anatomie du bois et beaucoup d'études ont été réalisées sur le plan international et ceci va aider notre travail en termes de recherche. Comme Stéphanie l'a dit, lors de 2 études, 2019 et 2016 aux États-Unis, 40% du bois était mal représenté. Nous avons testé donc tout le bois importé et 40% des distributeurs n'étaient pas bien identifiés. Le résultat a été intéressant,
Ceci nous a permis de nous focaliser là-dessus. Donc, c'est ce que nous allons faire au cours des 12 prochains mois et cette étude vise à soutenir l'élément final de notre loi et il faut qu'il y ait des sanctions si le produit est illégal. Donc, c'est une partie de la législation qui doit être adoptée. En termes de technologie et de long terme, il faut créer un système, un effort international. Nous pouvons apprendre beaucoup avec les autres, ainsi que les autres peuvent apprendre avec nous, peuvent apprendre avec notre expérience. Ce sera comment pouvons-nous avoir ensemble une connaissance conjointe. C'est un échange d'informations. C'est un échange d'informations et c'est pour ça que le World IT, donc Banque de données des forêts mondiales, est si important. Il faut comprendre d'où est-ce qu'il vient le financement, d'où est-ce que le bois vient et c'est pour ça que nous avons besoin de financement. C'est une opportunité pour améliorer la conscientisation et comment nous, en tant que gouvernement, nous pouvons soutenir les laboratoires privés pour aider dans cet effort, aider les entreprises et aider les différentes entreprises des grands magasins comme IKEA pour les soutenir et aider au combat à la production et exploitation illégale de bois. Et donc, ça fait partie du message. Et nous croyons que ce système de test de bois a l'opportunité d'évaluer les affirmations et ça serait un moyen de faire cette due diligence, améliorer les différentes lignes et avertir les entreprises pour dire que on ne va pas vous fiscaliser que l'année prochaine. Et si ça va fonctionner en termes de législation, on ne sait pas encore. On ne sait pas si la technologie va s'adapter à notre normative, mais c'est ce que nous voulons faire. Les réformes que nous proposons vont avoir plus de publicité l'année prochaine, qui vont avoir plus de publicité l'année prochaine, c'est par rapport au relevé de données et comment est-ce qu'on peut intégrer avec d'autres systèmes. Donc, je m'arrête là. Il y a beaucoup plus d'informations. Je demande pardon de ne pas pouvoir m'approfondir plus. Merci beaucoup. Merci, Jesse, de votre présentation sur les lois australiennes pour l'exploitation illégale de bois. C'est très intéressant. Les infos sur les technologies. Finalement, nous allons regarder la réglementation en Chine. Chine a révisé les lois en 2019. Il y a eu un article sur la légalité du bois. Maintenant, ils ont mis en place cette loi et pour comprendre mieux, je voudrais présenter Sheng Tsung, professeur de Lab School International. Il est directeur de ce Law Lab pour le développement durable international. Et son travail, c'est sur des questions réglementaires, transnationales. Avant de rentrer à la VLS, Cheng était le vice-président dans un bureau d'avocats à Pékin. Avant, Cheng travaillait pour le gouvernement des Philippines en tant que directeur de marketing de la Chine continentale pour le département de tourisme et commerce et industrie.
Merci beaucoup pour cette introduction. Je voudrais juste démarrer, mais avant, je voudrais juste dire que je ne travaille pas pour le gouvernement chinois ou autorité forestière. Je suis chercheur et professeur aux États-Unis, professeur de droit. Ce que je fais aujourd'hui, c'est une évaluation légale de la législation chinoise. Et en regardant le futur, je voudrais signaler quelques changements que j'ai vus au cadre légal. Et ça sera intéressant en tant que thème pour cette semaine de la légalité forestière. Donc, en démarrant en 2019, la Chine a révisité sa loi forestière, surtout l'article 65 qui empêchait l'achat, la transformation ou le transport de bois d'origine illégale. Alors, en théorie, ça a été mis en place en 2022, cette loi, mais la mise en place de cette loi dépendait de ce qu'on appelait réglementation de la loi forestière. Et c'est là que c'est un peu confus, surtout pour des observateurs internationaux. Donc, si on prend juillet 2022, quand un projet de loi était lié à l'article 65 et surtout quand c'était un peu confus de qu'est-ce qui s'est passé. Donc, mais si vous voulez croire, la loi, elle n'est pas facile d'être appliquée. C'est qu'il y a une confusion sur ces instruments légaux, ce qu'on appelle la réglementation de la mise en place. Quelques observateurs internationaux peuvent confondre cela. Et là, on a la mise en place de la réglementation. Donc, la réglementation de la mise en place, elle est dirigée pour donner plus de détails sur des points spécifiques, comme par exemple quand le langage il est trop général. Donc, pour mettre en place, il faut avoir plus d'orientation du Conseil d'État. Et cela n'est pas une loi, cela n'élimine pas de loi. Là, c'est une interprétation par nature. Donc, les spécificités seront éclaircies si nécessaire. Donc, je peux vous donner d'autres exemples. Là, vous pouvez voir à gauche le chapitre 2 du projet de réglementation de mise en place. Et il y a 9 articles différents qui expliquent quel est le cadre normatif et qu'est-ce qui est établi. Et là, on peut voir qu'il y a 2 articles. Donc, ce sont des technologies très spécifiques, des régions forestières clés. Et là, on explique quel organisme est responsable pour cette région. Et là, je crois que le résultat, c'est que l'article 65 continue à être un statut valable pour la loi de la Terre, une fois qu'il n'a aucune interprétation qui l'éclaircit. Le premier NFGA aurait un mandat légal pour mettre en place l'article 65 d'après le langage original. Donc, si on avance, on fait des efforts. Et là, on peut voir que l'agence a 2 façons de mettre en place. D'abord, mettre en place les règles de département, que pour faire la réglementation, il faut mettre en place l'article 65 d'après la loi chinoise.
Il faut avoir notre public et notre façon d'utiliser cela, c'est à partir de l'interprétation. Donc, en termes d'application, c'est un petit peu plus complexe. Ce n'est pas criminel. Donc, le NFGA peut être appliqué localement. Ils seront donc responsables si jamais il y a des actions criminelles. Les agences locales de sécurité publique auront le rôle d'investigation, d'enquête et relever d'évidence. Et là, les procureurs vont décider s'ils vont persécuter ou pas. Et si c'est accepté par le système judiciaire, il y aura donc le jugement. Cela va se passer de façon parallèle entre les agences et le système de sécurité publique avec le procureur et le tribunal. Pour les prochains 2 slides, je voudrais faire un zoom out. Donc, je voudrais parler un petit peu sur les nouvelles normes et les nouveaux plans qui peuvent être relevants pour ce sujet. Un des documents clés que je voudrais parler à propos vient du ministère du Commerce, le MOVCOM. Qui est le plan pour établir une vision de 14 ans. Et les autres plans pluriannuels de la Chine qui vont tracer les objectifs pour les prochains 5 ans, donc de 2021 jusqu'à 2025. Dans ce cas de 5 ans, le ministère du Commerce, le MOVCOM, a mis en place une vision très grande, très large, parce qu'après le congrès, ça sera après le congrès de la Chine. Donc, c'est la vision pour 2035, je ne vais pas parler beaucoup à propos, mais je voudrais juste souligner quelques points que c'est qu'ils ont l'intention de faire des progrès positifs au commerce vert, diminuer l'émission de carbone en gardant la légalité et la conformité avec le commerce international, et tout ça lié à la réglementation de l'exploitation illégale de bois. Et ils veulent qu'il y ait plus de contributions du gouvernement chinois pour la gouvernance globale et réforme. Et pour arriver à cet objectif, là, ils ont mis en place 10 objectifs principaux. Je vais parler de la 4, que c'est le besoin de la numérisation du commerce. Ils vont parler des opportunités, des technologies différentes qui existent. Et je crois qu'en Chine et même aux États-Unis, je pense que c'est incroyable la possibilité de traçabilité de ce qui est fait en Chine. Et ça peut être utilisé pour les questions légales aussi. Et il y a une possibilité positive pour cela aussi. Parce que Chine, c'est un hub de produits manufacturés et que les entreprises petites et moyennes ne rentrent pas. Elles dépendent beaucoup du commerce international, surtout des outils numériques pour trouver ces consommateurs. Si ces outils peuvent être utilisés pour d'autres fins, ça va augmenter largement l'efficacité de la fiscalisation. Et là, il n'y aura pas de limite pour atteindre ces objectifs. Aussi, numériser, c'est aussi pour réduire la consommation de papier. Et ça, c'est très important pour l'administration
de la légalité forestière. Le 5 va parler de la création d'un système de commerce vert qui utilise des initiatives gouvernementales de traçabilité, de suivi en utilisant des plateformes, en utilisant d'autres outils pour réduire et réduire l'impact de carbone. Il faut améliorer les pratiques industrielles. Il faut optimiser l'utilisation de l'énergie. Il faut avoir des processus verts innovateurs et aussi l'utilisation de matières premières vertes. Et cela ne reçoit pas normalement beaucoup d'attention dans des accords internationaux. Et on voudrait souligner cela. Et finalement, par la légalité forestière, il a cette demande d'utiliser des matières premières vertes. Et le 10 parle d'améliorer la coopération bilatérale et régionale pour améliorer le commerce. Donc, au commerce, il faut avoir un environnement amical et on veut garder cette communication économique et commerciale avec le gouvernement des États-Unis dans tous les niveaux et les communautés d'entrepreneuriat pour promouvoir la coopération bilatérale de commerce et d'investissement. Et je parle de cela pour vous montrer qu'il y a une liste d'agences que par rapport au commerce chinois et à ses politiques de commerce, le ministère du Commerce est ouvert à des discussions. Ils veulent augmenter la coopération internationale dans des questions spécifiques pour qu'ils puissent créer un environnement plus amical en termes de commerce. Donc, je crois que c'était ça que j'avais à dire aujourd'hui. Merci. Je sais que nous avons passé un petit peu de notre horaire et on peut continuer plus 5 minutes. Être certain que le public pourra poser des questions. Nous avons donc encore 5 minutes. Nous avons 2 questions devant nous. Donc, un résumé des questions, en quelque sorte. Et les personnes dans la salle également pourraient penser à quelques questions également. La première question, pouvez-vous nous dire, nous parler des ressources disponibles pour la mise en œuvre? Vous avez fait une évaluation, une analyse? Je suppose que cette question s'adresse à tous les conférenciers. Je vais répéter la question qui s'adresse à Helga. Pouvez-vous éclaircir les ressources disponibles pour le contrôle? Avez-vous fait une analyse des besoins? La deuxième question, en ce qui concerne la traçabilité. Pour Helga également. Donc, davantage d'informations sur la traçabilité des produits divers dans leur processus de fabrication. Bon, Université de Floride, bon, j'ai beaucoup de questions. Mais une s'adresse à Jess, d'Australie. Nous parlons depuis longtemps d'extraction illégale de bois. Pourquoi? Quel est le problème de cette définition? Qu'est-ce qui doit être clarifié à ce sujet? Merci.
Une question supplémentaire? Malheureusement, la traduction n'entend pas la question. La personne qui pose la question n'utilise pas de microphone. Bon, en ce qui concerne la nouvelle législation de l'Union européenne sur les chaînes d'approvisionnement libres de produits provenant de la déforestation, serait un grand progrès. Qu'en pensez-vous? Quel a été le feedback, la remontée d'informations principalement du secteur privé et des entreprises par rapport aux propositions d'une nouvelle réglementation? Face aux nouvelles diligences qu'ils devront adopter. Merci. Donc, tout d'abord, la première question à Jess en ce qui concerne la définition et la deuxième qui s'adresse à Helg sur les remontées d'informations du secteur privé par rapport à la réglementation proposée. Donc, je donne la parole à Helg. Pouvez-vous répondre aux deux questions, Helg, s'il vous plaît? J'essaie également de répondre à des questions qui m'ont été faites sur le chat. Il est difficile pour moi d'entendre et d'écrire en même temps. Mais entrez en contact avec moi si vous avez des questions à me poser spécifiques. En ce qui concerne les deux questions et remontée d'informations, comme dans toute réglementation, le feedback, les remontées d'informations sont mixtes. Il y a des questionnements pour savoir si c'est difficile, ambitieux, etc. Mais il y a beaucoup de remontées positives également, principalement de ceux qui possèdent déjà des systèmes de traçabilité, car ceci garantit une égalité de conditions. Également, cela signifie un avantage compétitif pour ceux qui, depuis de nombreuses années, essaient d'améliorer leur chaîne d'approvisionnement et essaient d'identifier davantage leurs sources, garantissant ainsi que leurs fournisseurs adoptent des pratiques ne provenant pas de la déforestation. Donc voilà, il s'agit de remontées mixtes en quelque sorte, avec de nombreuses réactions positives, principalement de la part de ceux qui font déjà ce qu'il faut faire. En ce qui concerne l'analyse d'impact économique, commercial, de la réglementation, généralement, nous n'incluons pas des analyses de coûts de mise en œuvre, car ceci est une chose qui doit être fait au niveau de l'État membre. Et donc, cela fait partie de notre analyse de risque officielle. Dans le chat, j'essaie de répondre à différentes questions concernant les produits mixtes. Bon, il faut savoir, il faut connaître l'origine de ces produits et ceci donc implique différentes chaînes de traçabilité pour les différents produits. Et les personnes également doivent fournir une documentation nécessaire à différents secteurs. Différents secteurs font face à de nombreux défis et nous essayons et nous faisons le possible pour faciliter les choses conformément à une certaine logique. Jesse, merci pour cette question. Donc, les définitions. Le problème pour l'Australie, bon, quand nous avons introduit les lois, tout était nouveau. Il s'agissait de nouvelles réglementations et d'industries qui n'avaient jamais été réglementées. Donc, voilà, nous nous posions la question, qu'est-ce qui doit être réglementé? La bois, mais le papier, ce n'est pas du bois. Donc, nous avons dû redéfinir tout ceci pour clarifier tout cela.
sont trop détaillées. Nous avons également la question, qu'est-ce qu'un processeur domestique, traitement domestique? Qui coupe le bois, qui traite le bois? Et également, nous avons différents pays qui, de manière unilatérale, ont mis en œuvre des lois avec différentes nuances sur ce qui est légal ou illégal en termes d'extraction. Donc, l'extraction illégale est liée à l'abattage de l'arbre. Est-ce que la personne a le droit ou non d'abattre l'arbre? Il y a des questions également de droit du travail, il y a des questions également de durabilité, des questions économiques. Donc, l'objectif est simplement de garantir le commerce légal ou quoi? Bon, il y a également des pays qui considèrent qu'un arbre abattu, coupé illégalement et qui entre légalement en Australie, donc il y a beaucoup de nuances, hein, il y a beaucoup de circulations complexes que nous n'avons pas encore définies. C'est pour cela que nous en sommes encore au point de travailler sur les définitions. Merci beaucoup. Compte tenu du temps, nous allons devoir conclure notre séance. Je sais que nous avons eu d'excellentes présentations, beaucoup d'informations ont été fournies et le chat continue avec beaucoup de questions. J'aimerais ici mentionner rapidement certains faits marquants. Je vois que nous avons certains thèmes en commun. Par exemple, la technologie des données, le test sur le bois, les analyses d'importation, le système d'information et les définitions. Nous venons d'entendre Jess en ce qui concerne le contexte australien pour la définition de l'extraction illégale. Et il semble que la réglementation proposée s'est améliorée, et surtout dans l'Union européenne. Et j'aimerais souligner un dernier point important en commun lié à l'engagement dans des partenariats internationaux, ce qui nous permet d'aborder la prochaine séance. Mais j'aimerais conclure cette session en remerciant notre public online, notre public en présentiel et nos 4 intervenants. Notre prochaine séance commencera à 10h30 heure de Washington. Malheureusement, nous allons devoir réduire un peu la pause café, mais pour pouvoir commencer à l'heure. Merci beaucoup.